Nous sommes à la boiserie de Mazan, au pied du Mont Ventoux, avec ce brouillard qui donne un aspect absolument froid, on va dire, Oui, avec notre invité Bruno Procopio. parfait. Bonjour, Bonjour. je souffle sur la prononciation de votre nom. J'ai déjà tout écouté, ça va. Donc, vous êtes le directeur artistique du Festival de musique baroque à Mazan. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce festival qui a l'air absolument magnifique? Tout d'abord, on l'a intitulé Les Nuits musicales de Mazan. Pourquoi? Justement, pour pouvoir faire d'autres musiques que la musique baroque. Vous avez tout à fait raison. Hugo Reine est là. Il fera le premier concert ce soir. Je jouerai demain les pièces de clavecin au concert de Rameau baroque. Mhm. Donc c'est vrai qu'on peut rapidement assimiler le festival à la musique baroque, mais la volonté est beaucoup plus ambitieuse. Donc déjà le troisième concert dimanche, il sera de musique romantique, toujours sur instrument d'époque. Donc on va dire que la veine principale du festival, c'est plutôt sur instrument d'époque. Mais on va aller on va dire, du baroque à la musique romantique sans problème, voire plus. Je pense qu'il faut plutôt faire la différence, on va dire, entre musique acoustique et musique amplifiée, entre musique dite classique, musique savante et musique populaire. Et dans ça, on va dire, entre les instruments d'aujourd'hui, qui peuvent jouer cette musique-là, et les instruments de l'époque. Mais en fait, quand on dit instrument d'époque, c'est aussi fautif, parce que l'époque étant vaste, comme vous avez même dit, le baroque, il couvre une période assez large, des cultures variées. Donc on peut faire une musique avec un instrument de l'époque qui ne correspond pas à la culture de la musique qu'on fait. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc l'idée est toujours de remettre la musique dans l'instrumentarium qu'il a vu naître. Donc c'est ça l'idée, pour avoir justement le son, la perception, et on va dire, nous, les musiciens, arriver soi-disant au plus proche de ce qu'eux, ils ont fait à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce lien entre les nuits musicales et le territoire de Mazan, la boiserie de Mazan? Comment ça s'est créé? Donc un ami en commun d'ailleurs avec Hugo Reine, Bertrand Billette, qui est par ailleurs flûtiste amateur, mais plus qu'amateur, très confirmé, et qui a fait des études notamment avec les mêmes professeurs qu'Hugo Reine a fait dans le temps, avec Frans Bruggen en Hollande, est passionné de musique, et il m'a toujours dit on va monter un festival. J'ai dit bah très bien. Et le temps passait, et le temps passait. Jusqu'au jour qu'il a acheté une maison ici à Mazan, car sa famille vient de la région. Et donc il a dit à Mazan il y a une très très belle salle. Donc c'est peut-être le moment de le faire. Donc on a rapidement vu la mairie, on a vu la salle, et on va dire que l'idée était très bien accueillie. Donc l'idée est née depuis très longtemps, mais en fait il manquait le lieu et l'attachement avec le territoire. Et je pense que là tout y est. Vous êtes donc le directeur artistique de ce festival, vous êtes chef d'orchestre, vous êtes claveciniste. Comment on relie ces trois enseignes? Et j'ai encore une autre activité. D'accord. Donc j'ai créé... Footballeur. Footballeur, ah, ça serait bien ça. Pour le financement du festival, ce serait beaucoup plus facile. J'ai un label discographique, donc du coup je suis aussi dans la partie production de la musique. Donc j'ai fait les études au Conservatoire de Paris, en clavecin, avec Christophe Rousset et Pierre Antaille. Par la suite j'ai fait des cours de direction, ce qui m'a permis de sortir du clavecin et monter au podium, notamment pour faire la musique que mon instrument ne couvre pas, ça veut dire la musique classique et pré-romantique, voire plus, voire musique du XXe siècle, que je ne fais pas beaucoup, mais que j'incite à faire de plus en plus, parce que je suis quand même étiqueté, vous voyez, par la musique baroque. Donc en fait, même les orchestres symphoniques modernes m'invitent plutôt à jouer le répertoire qui est le mien. Et donc j'essaye de faire de plus en plus du répertoire varié. Comment on combine? Je pense qu'avec le temps, tout devient un peu naturel. Quand on joue du clavecin, on dirige du clavecin. Et quand on dirige du clavecin, c'est tellement difficile. On a les mains collées au clavier, il faut regarder les gens, il faut faire des petits signes. Il ne faut pas avoir froid alors, hein, je crois, pour faire du clavecin Il ou faut du pas avoir piano. froid. Parce que là, ça va, vous n'avez pas trop froid? Ça va, il fait bien froid ici à Mazan. Mais au clavecin, il faut rester zen. C'est un instrument difficile, c'est un instrument assez pauvre par rapport à nos habitudes d'aujourd'hui. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de longueur de son. Donc il faut rester un peu comme un laser en fait, très concentré ce qu'on fait dans le geste et espérer que ça passe. C'est vraiment... Et comment réunir tout ça? Donc du clavecin, je dirigeais du clavecin, après monter au podium, c'était devenu temps naturel. Et quand on est musicien, quand on veut faire de cela une vie professionnelle, on doit enregistrer. Et j'ai compris rapidement qu'il fallait un peu
faire plus qu'enregistrer pour d'autres labels. La difficulté est telle et le monde de la musique est tellement compliqué vis-à-vis du financement et surtout de la vente des disques aujourd'hui que finalement devenir autoproducteur était en gros la même chose. Mais j'ai rapidement compris qu'il fallait faire beaucoup de disques pour être crédible auprès d'un distributeur, juste pour en être libre. Donc vous avez créé, c'est ça, c'est exactement, est-ce que vous avez ce sentiment de liberté aujourd'hui avec ce label? Vis-à-vis du disque complètement. Donc une sensation de liberté, mais en même temps très coincé parce que comme le label aujourd'hui, il a plus de 200 titres et on sort 25 disques par an, donc le problème est devenu autre. Moi je suis libre, mais je dois défendre d'autres artistes et des projets coûteux, difficiles. Donc en fait, la responsabilité n'est plus sur moi et ma petite volonté personnelle de faire des disques, mais c'est surtout les disques des autres. Donc finalement, en voulant être libre, j'ai trouvé ma liberté et je me suis coincé en étant responsable envers le projet des autres. Mais c'est aussi peut-être ça qui est enrichissant, dans le sens où on apprend aussi par ces expériences-là et de pouvoir aussi être à l'écoute d'autres répertoires ou d'autres interprétations. Absolument. Mais plus que ça, je pense que le musicien que j'étais au Conservatoire de Paris, on était un peu formaté encore à l'époque pour être musicien du 19e siècle. Ça veut dire j'ai du talent, je viens d'une famille aisée. Si ce n'est pas aisé, en tout cas, ça va. Et je ne fais que de la musique. Je pense qu'aujourd'hui, on est loin de cela. Donc ça veut dire qu'il faut être producteur, il faut être entrepreneur, il faut savoir se vendre et il faut savoir rencontrer des gens. Et donc on ne nous a pas appris ça au conservatoire. Est-ce que quand on apprend à être médecin, il faut aussi apprendre à chercher des malades? Non, les malades ils arrivent. Mais le problème c'est que la musique n'est pas un métier de demande, c'est un métier d'offre. Et donc c'est cette action-là d'entreprendre qui m'a enrichi à permettre de comprendre le mécanisme dans le but toujours le même, de faire de la musique. Vous voyez, en fait, je me suis rajouté à mon insu plusieurs professions pour espérer continuer dans la course. À travers vos origines plutôt latines, italiennes et brésiliennes, c'est ça. Comment vous êtes venu à la musique baroque? Parce que c'est quand même un petit peu... C'est exactement ce que j'ai dit aux petits ce matin. Tout est une question de rencontre. J'étais dans une ville pas loin de Rio qui a un très grand festival de musique baroque. Il s'avère que c'était l'unique du pays. Bah oui. Et donc c'est là que j'ai rencontré la musique baroque. Oui. Et je faisais déjà du piano. Et quand j'ai rencontré le clavecin, comme j'ai aimé aussi les cordes pincées et plutôt ce répertoire-là, je me suis dit c'est ça. Oui. Donc si c'était pas ça... C'est la rencontre avec l'instrument en fait qui vous a amené à la musique, c'est ça? C'est la rencontre avec un tout. C'est des concerts, c'est des gens qui font ça bien, c'est l'opportunité de toucher un instrument. Vous voyez, il suffit parfois de peu, mais si on ne le rencontre pas, c'est juste pas possible. Et donc finalement, les arts, c'est un peu comme tout. C'est pour ça que la diversité est très importante. Et la culture est très importante dans un cadre autre que se dire, voilà, la collectivité fait de la culture. Pour dire que je fais de la culture, non, je pense qu'il y a une mission plus importante que ça. Une mission de mettre la personne qui écoute en position d'ouverture et de curiosité. Et finalement, quand on est curieux et ouvert, vous voyez, le chemin est assez fait, finalement. Et donc, j'aurais pu faire autre chose lié à l'art, lié à la culture, mais il s'avère que j'ai fait de la musique, mais c'était la rencontre avec ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important d'apporter ça aux enfants. Mine de rien, ça fait un effet colossal. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais je suis persuadé que dans quelques années, ils vont dire « Ah, j'ai écouté ça à Amazon, ça m'a donné envie de voir ça. » Et de fil en aiguille, j'ai devenu quelqu'un grâce à ce noyau-là. Cette connexion qui s'est passée aujourd'hui. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous apportez justement vos influences brésiliennes à travers la musique, à travers votre interprétation? J'aimerais bien dire oui, parce que ça fait toujours charmeur. C'est vrai, hein, Brésil, ça tout fait de suite, ça fait oui, Brésil. On pense à un charme. Oui, mais difficile à dire parce que je dirais que oui, je dirais que non. Je dirais plutôt que non. Au même titre, je dirais que les Français n'apportent rien à sa musique française.
d'époque. Je trouve qu'il y a quand même une grande déconnexion entre le monde d'il y a 2-3 siècles au monde d'aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui, si on est brésilien, chinois, africain ou français, est-ce qu'on est plus ou moins apte à apporter quelque chose de positif dans cette musique? Je ne crois pas du tout. Donc finalement, et c'est là toute la difficulté. Pour moi, la difficulté sont deux. D'abord, de vouloir faire le chemin personnel, parce qu'il n'y a pas de culture. Je veux dire, il n'y a pas de cette culture-là. Ça veut dire on s'invente quelque chose de toute pièce. C'est complètement artificiel ce qu'on fait. On se dit, je fais une musique d'il y a 3 siècles et je fais sur un instrument d'époque et je joue comme les mecs jouaient à l'époque. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Et effectivement, je le suis. Donc, si je fais cette démarche, c'est parce que je le crois. Donc, en fait, il y a une très grosse volonté personnelle de se créer un monde artificiel. Mais c'est aussi comme ça qu'on voit la différence entre un musicien qui joue la même partition. C'est ce qu'il amène de lui, de lui-même, de ses origines. Après, il y a les rencontres. Je me rappelle bien Christophe Roussy au conservatoire. Une des choses que j'ai retenues, il a dit travaille maintenant parce que tu n'auras pas le temps de travailler après. Je dis, mais comment? Pourquoi il me dit ça? D'accord. Lui, il a plein de concerts, il doit avoir le temps de travailler quand même. Et non, on n'a pas le temps de travailler, c'est déjà. Et il m'a dit, ça je me souviens encore, c'est les rencontres qui vont te faire plus au moins bien jouer. Et finalement, c'est ça. Donc la difficulté, c'est côtoyer des musiciens et côtoyer des artistes qui font ça bien pour qu'on s'imprègne de leur énergie. Et donc ça, ce n'est pas une question de culture, c'est une question de sensibilité aussi. Je dirais ceux qui ont fait l'effort personnel de passer outre à la difficulté du temps. La difficulté du temps de se dire, je m'écris un art de toute pièce. Quand on fait les arts d'aujourd'hui, on s'en fiche si on est bon ou si c'est mauvais, si on chante faux, si on a des paroles qui sont nulles, si on a une sono qui nous pète les oreilles. On ne se pose pas cette question parce que c'est le truc d'aujourd'hui. Quand on le fait, on peut plus ou moins bien faire. Mais en fait, on ne se pose pas la question si on est vrai ou si on est faux. Nous, on est faux. Et pourtant, on doit faire quelque chose de profondément vrai pour nous, afin que ça soit vrai pour les autres. Donc, vous voyez, la difficulté est telle que le fait que je sois de là ou d'ici, ça ne change rien. C'est beau finalement, c'est un peu l'esprit de lumière, en quelque sorte. Merci, alors on finit sur la lumière parce que c'est important d'avoir de la lumière à travers la musique, à travers la réalité. Merci infiniment Bruno. Merci à vous, je suis très content. Merci.